Déjà laissé entendre, c'est un discours bien différent. On a parlé de religion, de spiritualité dans le discours précédent, et maintenant, on passe vraiment du coq à l'âne. Je vais parler de statistiques et raisonnement. Je sais que comme beaucoup d'interprètes sûrement, vous adorez les chiffres, donc vous allez vous en donner à cœur joie. Mais je vous rassure, c'est plus une question de raisonnement que de chiffres. Voilà. Mesdames et messieurs, je vais donc vous parler de statistiques, et plus précisément de biais courants dans le raisonnement que nous suivons tous les jours pour découvrir la vérité, pour déterminer ce qui est vrai et ce qui est faux. Ce sont des raisonnements qui nous semblent logiques à première vue, mais qui finalement aboutissent à commettre des erreurs. Mon propos repose dans sa totalité sur un article scientifique qui n'est pas récent. Il date de 1974, a été publié dans la célébrissime revue Science par deux scientifiques, ils sont israéliens je pense. Ils s'appellent messieurs Tversky et Kahneman. Bien, et ces deux scientifiques parlent des processus heuristiques. Heuristique, c'est un mot complexe qui veut simplement dire la procédure que l'on suit pour découvrir la vérité, pour démêler le vrai du faux. Ce sont des processus ou des procédés auxquels on a recours en permanence lorsque l'on dit « Oh, je pense ceci, j'estime que c'est vrai, je pense qu'il est probable que cela va vraisemblablement arriver. » Pour vous donner des exemples un peu plus concrets, ce sont des procédés auxquels on a recours lorsque l'on fait un pari, lorsque l'on spécule en bourse, ou lorsque l'on doit décider de la culpabilité d'une personne soupçonnée d'en avoir assassiné une autre, par exemple, dans le cadre d'une délibération en cour d'assises. Le problème des procédés heuristiques courants auxquels on recourt est qu'ils reposent sur des données en nombre insuffisant et qu'ils emploient des règles inappropriées. Un petit exemple simple pour commencer. Intuitivement, nous savons que quand un objet nous semble flou, il est probable qu'il se situe loin de nous. Et quand il est découpé nettement, clairement visible, il est proche. Généralement, ce raisonnement fonctionne. Mais voilà, par temps de brouillard, il ne fonctionne plus. Et on sait que beaucoup d'accidents de voiture surviennent à cause de ce type de raisonnement. Il y a trois stratégies heuristiques erronées que l'on emploie fréquemment et dont je vais parler à présent. La première, c'est le processus de représentativité. La deuxième, c'est l'effet produit par la disponibilité immédiate des scénarios qui peuvent se manifester à notre esprit. Et la troisième stratégie, ou le troisième phénomène, est le phénomène d'ancrage. Commençons par la représentativité. Ce phénomène signifie ceci. Si je dois décider que A appartient à la même famille que B, je me fie aux caractéristiques communes que partagent A et B. Et si A revêt beaucoup de caractéristiques communes avec B, lui ressemble, eh bien j'en déduis qu'il appartient à la même famille. Si je vous décris une personne, appelons-la par exemple Steve. Et si je dis Steve est quelqu'un de timide, de méticuleux, de calme, d'organisé. Steve est quelqu'un qui ne parle pas beaucoup, de relativement introverti, mais doté de beaucoup de rigueur. Bon. Et ensuite, je vous donne une liste de professions. Libraire, médecin, pilote, ouvrier, commerçant ou fermier. Et je vous demande de me dire, à votre avis, quelle est la profession la plus probablement exercée par Steve. Qu'allez-vous me répondre? Comme la plupart des 100 participants qui avaient répondu à cette question lors d'une petite expérience, vous me direz probablement que Steve est libraire, parce que la description que j'ai faite correspond au cliché que nous associons souvent à la profession de libraire. Mais voilà, ce processus de représentativité oublie un élément essentiel. La probabilité sous-jacente que Steve exerce l'une ou l'autre profession. Et cette probabilité sous-jacente, elle tient compte de la répartition générale des professions dans la population.
Et on sait que dans une population donnée, il y a généralement plus d'ouvriers et de fermiers que de libraires. Et donc, indépendamment des caractéristiques personnelles de Steve, il est plus probable qu'il soit ouvrier ou fermier que libraire. Cela veut dire que quand on a recours à ce genre de procédé, de pensée, on oublie des règles fondamentales en matière d'échantillonnage. Une expérience a été menée pour prouver que c'est effectivement le piège dans lequel tombent beaucoup de personnes, et pas uniquement des gens comme vous et moi, mais aussi des scientifiques rompus aux techniques statistiques. Admettons 2 hôpitaux, un grand hôpital, où dans le service de maternité naissent 45 enfants tous les jours, et un petit hôpital où naissent tous les jours 15 enfants. On sait que, de façon générale, naissent 50% de garçons et 50% de filles. Moitié-moitié. Mais voilà, parfois il arrive que cette proportion varie, et certains jours, dans un hôpital ou dans l'autre, naîtront plus de 60% de garçons. Pour des raisons statistiques, les employés de l'hôpital, de chacun des 2 hôpitaux, ont décidé de noter tous les jours où cela était arrivé, où on a dépassé la proportion de 60% de garçons. La question est la suivante. À votre avis, dans lequel des 2 hôpitaux, le plus petit ou le plus grand, a-t-on enregistré le plus de jours où cette proportion de 60% de naissance de garçons a été dépassée? Encore une fois, la centaine de sujets à qui on a posé la question a répondu « dans le plus grand hôpital ». Et il y a plus de naissances. Eh bien malheureusement, vous l'aurez deviné, c'est l'inverse. Parce qu'une règle d'échantillonnage, plutôt une règle de probabilité de base, énonce que plus le nombre est élevé, plus il a tendance à se rapprocher de la moyenne, c'est-à-dire des 50%. Et par conséquent, l'hôpital où on a observé le nombre le plus élevé de jours où plus de 60% d'enfants nés étaient des garçons, est le petit hôpital et pas le grand. Passons maintenant au deuxième processus heuristique biaisé, la disponibilité immédiate des scénarios. C'est un phénomène bien connu. Quand vous dites que vous allez prendre l'avion, il se trouve toujours bien quelqu'un dans votre entourage pour vous demander si vous n'avez pas peur des accidents d'avion, parce que c'est quand même grave, ça peut survenir. Et c'est vrai, on y pense, un accident d'avion, ça frappe l'esprit. Et pourtant, comme d'autres amis qui ont les pieds sur terre, vous l'ont sûrement déjà dit, il est statistiquement beaucoup plus probable que vous ayez un accident de la route qu'un accident d'avion. C'est le même phénomène en fait qui survient quand vous êtes sur l'autoroute et que vous dépassez une voiture renversée sur le bas-côté. Vous ralentissez instinctivement, parce que le scénario de l'accident est tout à coup présent à votre esprit. Mais ça ne signifie pas que la probabilité d'un accident s'en trouve accrue. On a pu organiser une petite expérience pour prouver cela. Encore une fois, on a demandé à 100 personnes leur avis sur la question suivante. Admettons des mots de 3 lettres ou plus. À votre avis, parmi ces mots de 3 lettres ou plus, combien y en aura-t-il qui commencent par R et combien y en aura-t-il où R est la 3e lettre? Et quel type de mot sera le plus fréquent? Pour répondre à cette question, la plupart des gens commencent à réfléchir aux mots qui commencent par R, comme roue, comme rat, et puis ils réfléchissent aux mots où R est la 3e lettre. Et vous voyez que là, c'est un peu plus difficile. Et donc, ils répondent spontanément que les mots qui commencent par R sont les plus fréquents. Or, ce n'est pas le cas, mais une fois de plus, la raison de leur réponse réside dans la tendance à choisir la réponse qui est la plus immédiatement visible à l'esprit. Passons maintenant au 3e scénario, le 3e type de raisonnement, le phénomène d'ancrage. Le phénomène d'ancrage consiste en ceci. Lorsque l'on nous demande notre avis sur une probabilité, nous avons tendance à partir d'une probabilité de départ, disons une chance sur 2. Et ensuite, en fonction des variables qui nous sont soumises, nous ajustons cette probabilité de départ à la hausse ou à la baisse. Mais le problème est que l'ajustement est souvent insuffisant, ce qui nous pousse aussi à commettre des erreurs de raisonnement. Lors d'une expérience, nos 2 chercheurs ont demandé à 100 personnes quel était à leur avis le pourcentage
de pays africains membres des Nations Unies. Mais il y a un petit truc, comme toujours, on a séparé, on a divisé ces 100 personnes en deux groupes. Et on a donné un nombre qu'on pourrait qualifier de nombre d'ancrage, ou plutôt un pourcentage d'ancrage. Au premier groupe, on a dit voilà, on vous propose le point de départ suivant. Il y a 10% de pays africains qui sont membres des Nations Unies. Donc, parmi tous les pays des Nations Unies, 10% sont africains. À votre avis, y en a-t-il plus ou moins que cela? Et s'il y en a plus, combien? S'il y en a moins, combien? Dans le deuxième groupe, on a posé le même problème, mais le pourcentage d'ancrage était 65%. Et que constate-t-on, au bout du compte? C'est que dans le groupe où l'ancrage était de 10%, le pourcentage médian donné par les répondants était 25%. Dans l'autre groupe, ancrage 65%, le pourcentage médian était de 45%. Une différence donc de 20%. Ce qui montre bien que le phénomène d'ancrage est particulièrement patent. J'aurais voulu vous parler encore d'une expérience supplémentaire qui a été menée pour démontrer les effets de ce phénomène d'ancrage, mais je pense que je vais m'épargner cette peine parce que la démonstration est déjà relativement convaincante. Oh, et puis non. Allons-y. Je vois que vous aimez ça. Posons 3 scénarios. 3 sacs de billes. On demande aux participants de choisir entre ces 3 scénarios lequel est le plus probable. Le premier scénario est le suivant. Vous avez un sac de billes blanches et rouges en proportion égale, 50 rouges et 50 blanches. Et vous devez en tirer une de ce sac, et cette bille doit être de couleur rouge. D'accord? C'est une probabilité simple, vous avez une chance sur 2. Deuxième cas, qu'on qualifiera de scénario conjonctif, de conjonction d'événements consécutifs. Vous avez un sac de billes comptant 90 billes rouges et 10 billes blanches. Et vous devez retirer de ce sac 7 billes de couleur rouge de façon consécutive. Le troisième scénario, nous le qualifierons de scénario disjonctif, c'est-à-dire un scénario où un événement vient interrompre une suite d'événements. Vous avez un sac où il y a 10 billes rouges et 90 billes blanches, et sur 7 essais consécutifs, vous devez retirer au moins une fois une bille rouge. Vous l'aurez deviné, la majorité des répondants préfèrent le scénario conjonctif, c'est-à-dire retirer 7 fois de suite une bille rouge dans un sac où il y a 90% de billes rouges. Ensuite, ils favorisent le scénario de probabilité simple, 50-50, retirer une bille rouge en un essai. Et en dernier lieu, ils favorisent le scénario disjonctif où on doit retirer au moins une fois une bille rouge avec 7 essais, mais dans un sac où il n'y a que 10% de billes rouges. Et ce qui est intéressant, c'est que cet ordre de préférence est complètement inverse au véritable ordre de probabilité, parce que le scénario qui surviendra en fait mathématiquement de la façon la plus probable, c'est le scénario disjonctif, où sur 7 essais, vous pouvez retirer au moins une fois une bille rouge. Vous me direz peut-être, on a passé l'âge de jouer aux billes. Mais en fait, ces calculs statistiques sont éminemment pertinents dans notre vie quotidienne. Nous avons en effet, comme vous l'avez constaté, généralement tendance à surévaluer la probabilité que des événements conjonctifs, 7 coups consécutifs, on en parlait, les billes, surviennent. Et ça c'est important, parce que par exemple, quand on doit lancer un produit, il faut passer par plusieurs étapes. Conception, réalisation, production en série, transport, publicité, commercialisation, service après-vente. Et la probabilité qu'au moins une de ces étapes ne fonctionne pas est réelle. Et pourtant, nous avons tendance à penser, de façon erronée, qu'il n'y aura aucun problème. Et l'inverse est également vrai. Je vous ai dit qu'on a tendance à sous-estimer la probabilité qu'un événement perturbateur survienne. C'est particulièrement important de se rendre compte de ce biais de raisonnement dans le cadre, par exemple, de la sécurité dans les centrales nucléaires. Vous savez que dans une centrale, il y a toute une série de composants, d'éléments, de dispositifs qui sont censés assurer la sécurité. Et on sait qu'individuellement, tous ces dispositifs sont hautement fiables.
Mais plus leur nombre est élevé, plus la probabilité que l'un de ces dispositifs tombe en panne est élevée aussi, même si nous avons naturellement tendance à sous-estimer cette probabilité. Comme vous le voyez, ces petits jeux statistiques, ces petits exercices de raisonnement revêtent une importance qui va bien au-delà du simple plaisir intellectuel, puisque leurs effets sur notre vie sont bien réels. Je vous remercie.